Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans ma review du chapitre numéro 69 du manga Dragon Ball Super, un chapitre extrêmement riche et dense, et je vous le dis directement très qualitatif concernant son écriture, et il est tellement dense que on se reparlera à plusieurs reprises durant le mois qui va suivre, en attendant la sortie du chapitre numéro 70, pour se parler et creuser plus en détail la majorité des sujets importants du chapitre. En tout cas, je vais quand même vous donner mon avis un petit peu global par rapport à tout ça, vous partager les premières pistes d'analyse que je ferai ressortir de ce chapitre-là, et autant le dire direct, même si c'est déjà dit, c'est un chapitre qui pour moi a mis la barre très très haute en termes d'écriture, alors on n'est pas dans ce qui se fait de mieux d'écriture, tout manga confondu, hein, attention, restons toute raison gardée, mais malgré tout, j'ai trouvé qu'on avait quand même un lore de Dragon Ball qui a été creusé, et bien creusé, sur divers aspects. On est parti dans plusieurs directions, dans plusieurs sens, et généralement c'est piège de faire ça en termes d'écriture, et finalement ça reste extrêmement cohérent, on arrive à en apprendre un petit peu plus sur Freezer, sur les Heaters, sur Granola, sur les Namek, ça on s'y attendait pas du tout, sur le fonctionnement des Dragon Ball et des dragons sacrés, sur les Akaeshin et notamment Beerus, sur le passé des Saiyans, tout en arrivant à garder la barre assez haute concernant le teasing et la hype pour les prochains chapitres, parce qu'on a très envie de voir la suite, de savoir ce qui va se passer par rapport aux vœux avec le dragon et compagnie, quelles vont être forcément les évolutions de pouvoir, même si Dragon Ball n'est pas que du combat, on est quand même là aussi pour apprécier ces fameuses scènes dans lesquelles ça se fout sur la gueule. Alors bon, pour se parler du chapitre directement, je vais pas trop parler des 10 premières pages, parce qu'on en a beaucoup parlé lorsqu'elles nous ont été révélées par le site officiel Dragon Ball, je suis quand même pas mal revenu dessus sur la chaîne YouTube, au final le sujet est déjà existant sur ma chaîne, ça me permet d'aller plus vite. Je reviendrai simplement sur le cas des villes qui sont en terraformation, dont l'architecture me fait beaucoup penser à l'architecture de Freezer. Je reviendrai également, et c'est très lié, sur le cas des Heaters, qui sont censés avoir pris possession des lieux, avoir rebâti par-dessus, après que Freezer s'en soit emparé, et les aurait vendus donc au peuple des Sugar. Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus alors que j'ai pourtant déjà dit ce que j'en pensais? Tout simplement parce que j'ai vu passer pas mal de tweets, j'ai été beaucoup tagué sur Twitter par rapport à ça et j'ai pas pu répondre au cas par cas, je vais le faire ici. On m'a beaucoup montré le chapitre spécial de Dragon Ball Super qui a été présenté lors d'une Jump Victory Carnival par Toyotaru, chapitre de 2 pages là, dans lequel on voyait Freezer et sa bande durant l'arc Moro, avec Freezer qui refusait de prendre part à l'histoire avec Moro, qui disait que ça le regardait pas et tout ça. Et on avait Freezer, Berry Blue, Kikono et tout ça, qui mettaient en avant le fait que Freezer colonise des planètes, les rase, il les retape un petit peu ensuite pour les revendre à prix extrêmement fort. C'était un petit peu la vie d'empereur du mal et de malfrats qu'il menait. Et on se retrouve dans ce chapitre avec une scène similaire, sauf que ce n'est pas Freezer l'acteur principal, parce qu'au final, la planète a été ravagée par Freezer, on nous dit, mais elle a été reprise par les Heaters qui ont fait tout retaper, qui ont tout fait refabriquer, qui ont injecté de l'argent, qui ont investi donc, et qui ont revendu ces biens immobiliers, ces villes entières, aux Sugar pour qu'ils viennent s'y implanter et vendre diverses choses. Et on m'a fait remarquer alors qu'il y a un petit couac dans l'équation. Pourquoi est-ce que Freezer n'a pas retapé les lieux? Pourquoi est-ce que ce sont les Heaters qui ont fait ça? Et ce n'est pas Freezer qui a assumé son job de retaper le paysage et de le revendre. Et là où ça devient un petit peu plus suspicieux, c'est que l'architecture reste similaire à celle de Freezer. Donc au final la question est-ce que les Heaters qui nous sont présentés comme un groupe aux antipodes de l'armée de Freezer et de la volonté de Freezer ne seraient pas au final un sous-groupe déguisé qui fait semblant d'être contre Freezer mais qui serait totalement pour lui, il lui verserait ses impôts, sa commission ou je ne sais quoi sur les reventes, et puis en fait il n'aurait aucun grief contre Freezer. Alors c'est tout à fait possible, c'est une idée qui se tient très bien, j'ai pas forcément de contre-éléments, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que les Heaters restent fondamentalement contre Freezer, déjà parce que j'aime bien le jeu de mots, Heater le fait de chauffer, Freezer le frigo, le froid. Après forcément quand on veut agir sous couverture, on le fait en changeant son nom, en prenant des noms de code et compagnie, je suis tout à fait d'accord, mais malgré tout, même quand on a vu la discussion de Elec et compagnie lorsque Granola est parti, qu'il a voulu faire en sorte de confronter Freezer et Granola, quand on voit que Elec ne s'est pas réellement réjoui du retour de Freezer, quand on voit que le groupe des Heaters et donc Elec et compagnie ne sont pas au courant du fait que Freezer soit revenu à la vie, enfin ils l'ont appris que beaucoup plus tard, et ils n'ont jamais réellement su comment. Je pense que tous les sbires, même le pire gars de l'armée de Freezer dans son vaisseau, sait plus ou moins comment Freezer était revenu, dans Fukatsu no F par exemple. Bon ensuite il est encore mort, il est revenu au tournoi du pouvoir, et ça c'est un petit peu plus mystérieux, mais malgré tout je pense que les mecs de l'armée de Freezer sont au courant de ce qui lui est arrivé, donc pourquoi est-ce que ce groupe-là, quand ils parlent entre eux en privé, jouerait le jeu de faire semblant de ne pas savoir? Donc déjà j'ai du mal avec ça, donc je pense qu'ils sont fondamentalement contre Freezer. C'est vrai qu'il reste un doute sur cette fameuse architecture qui ressemble à celle de Freezer, je vous avoue que j'ai pas la réponse par rapport à ça. Pourquoi est-ce que les Heaters construisent un petit peu comme Freezer construit? C'est pour ça d'ailleurs que j'avais évoqué le fait que pourquoi pas une espèce de couleur pourrait être canonisée dans Dragon Ball Super. Eh bien si on canonise couleur, il serait l'opposé de ce qu'il était dans les films de l'époque,
et donc serait un opposé total à Freezer, à sa propre famille. Ça serait normal que les constructions qu'il réalise ressemblent à celles de sa famille, parce que c'est comme ça qu'il travaille, mais au final il agirait contre Freezer. Bon, je vais loin avec Cooler, mais on m'en parle très souvent, donc autant y répondre aussi aujourd'hui. Je reste persuadé à ce jour, et je peux me tromper, et c'est pas grave si je me trompe, que les haters restent contre Freezer, et en plus si Freezer n'a pas pu retaper la planète comme il le souhaitait, j'y vois quand même 3 raisons principales. La première, c'est qu'il avait autre chose à faire, il avait d'autres chats à fouetter dans l'univers avec le tournoi du pouvoir et compagnie. Deuxième chose, il était mort, il était souvent mort, que ça soit avant Fukkatsu no F, après Fukkatsu no F, après il a été juste rappelé pour le tournoi du pouvoir, donc au final il n'a pas eu énormément de temps pour agir. En soi, si on regarde bien, la fenêtre d'action était extrêmement mince, la colonisation de la planète céréale s'est faite un tout petit peu avant que les Saiyans ne disparaissent dans l'univers. Après, Freezer est sûrement passé sur d'autres business, donc bon, voilà, je pense qu'il n'a pas réellement eu le temps en termes de chronologie et pas forcément eu l'envie, et s'il n'a pas eu forcément l'envie, c'est parce que nous avons la réponse au chapitre précédent. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous avais dit, regardez, sur l'invasion de la planète céréale, une fois que celle-ci est terminée, on peut remarquer qu'il y a Zarbon et Dodoria, et le vaisseau mère de l'armée de Freezer. Pourquoi est-ce que Freezer en personne serait venu sur la planète? On avait pensé à une technique, à un secret. Quand on a appris qu'il y avait un fameux grand-père, on ne savait pas que c'était un Namek, on s'est dit peut-être que Freezer voulait le secret de la longévité du grand-père avant de pouvoir obtenir l'immortalité, pour pouvoir tenir des centaines d'années, pour pouvoir trouver les Dragon Ball et formuler plus tard un vœu pour devenir immortel. Et bien maintenant nous avons la réponse. Si Freezer est venu sur la planète céréale, qu'il l'a décapée totalement et qu'il ne l'a pas aménagée pour la revendre, c'est probablement car elle est difficilement réhabilitable. Et on y voit qu'il a fallu même terraformer d'une certaine manière autour des villes. Alors bizarrement, les Shugariens ou même le groupe de Elec peuvent respirer en dehors de ces terraformations, mais je suppose que pour accueillir d'autres membres de la galaxie ou quoi, il faut terraformer pour que tout le monde puisse y vivre et y respirer, surtout paisiblement. Donc au final, on ne pouvait pas aménager, comme bon nous semble, toute la planète. Donc elle était d'une valeur inférieure aux yeux de Freezer, mais surtout la seule valeur que Freezer accordait à la planète céréale, c'était ces 2 Dragon Ball. Freezer devait sûrement savoir qu'un Namek ou qu'un personnage bizarre y vivait, qu'il avait un dragon exaucant des vœux, et Freezer était venu le chercher. En plus, dans le chapitre 69, on nous dit que la deuxième Dragon Ball est perdue depuis une quarantaine d'années. Alors je me dis qu'il est très probable qu'il y a 40 ans en arrière, un vœu a été formulé, et vous savez qu'une fois que le dragon s'en va, les Dragon Ball s'éparpillent. Donc on a pu retrouver la première, peut-être que le Namek l'a retrouvée ou quoi, mais la deuxième est restée perdue, suite à l'invocation qu'en a fait Freezer. Sauf que le dragon, et ça fait du lien avec l'histoire actuelle, devait être trop faible pour réaliser le vœu que Freezer souhaitait, probablement l'immortalité, et du coup, Freezer, il a peut-être fait un petit vœu à la con, ou il a rien fait du tout parce qu'au final il a trouvé ça inutile, mais en tout cas il y a un truc qui fait que Freezer à l'époque n'a fait que frôler son vœu et n'a pas pu réellement l'avoir. Et une fois qu'il est arrivé sur la planète céréale, il s'est rendu compte que c'était un Namek, et ça lui a donné l'envie ensuite d'aller sur la planète Namek et de donner naissance à l'arc Namek. En tout cas ça me semble cohérent comme ça. Le passage est plutôt intéressant dans lequel on voit que les haters sont en train de regarder à l'intérieur des données de cette 3, cependant ça reste très préalable et très préliminaire, même si on y voit Moro qui apparaît et tout ça, j'ai l'impression que cette 3 n'a pas encore révélé tous ses secrets auprès des haters. Alors oui, là ils sont en train de s'emballer parce qu'ils veulent les Dragon Ball pour réaliser les vœux et tout ça. On voit le gang de Sagambo qui s'était même rendu chez Zunu l'Omniscient. Enfin voilà, il y a pas mal de choses intéressantes qui sont montrées, mais je trouve que le cœur du spectacle n'a pas réellement été montré parce que Merus y est dépeint comme un patrouilleur galactique et non pas comme un ange. Donc il n'y a pas encore toutes les infos croustillantes qui sont sorties de cette 3 et je pense que comme c'est une extraction de données, ça prend du temps pour la compléter à 100%. Tout simplement, ça serait vraiment dommage de ne pas se renseigner sur comment cette 3 et le gang de Sagambo et Moro ont été vaincus, et de ne pas savoir quels sont les pouvoirs qu'ont la team alliée, donc la Z-Team, l'Ultra Instinct de Goku, le pouvoir Yardra de Vegeta, les pouvoirs des Saiyans, comme ça ils pourraient s'en méfier, Merus, l'ange à proprement parler, voilà, tout ce genre de choses devraient être connues tôt ou tard des haters. J'espère qu'ils ne feront pas la connerie d'aller plus vite que ce qu'il faut. En tout cas, c'est un petit peu le sentiment que j'en ai eu à la fin parce que Elec était en train de se réjouir des infos que cette 3 en a donné. Ils sont déjà en train de se chauffer autour des Dragon Ball de Namek, voire même des Dragon Ball un petit peu faiblardes de Monaito, le nouveau Namek que nous venons de connaître, sur la planète céréale. Donc voilà, ils risquent d'aller un petit peu trop vite en besogne à mon sens. En tout cas, nous faisons la connaissance de Monaito, accompagné de Granola, notre bon vieux Granola, maintenant on peut le dire. Oh, j'abuse un petit peu, je sais. Mais en tout cas, on commence à s'habituer au personnage de Granola et ça fait plaisir. De l'autre côté, Monaito, un vieux Namek qui a à peu près 500 ans, nous dit-on. Donc ce personnage est extrêmement intriguant. On m'a fait remarquer sur Twitter, je crois que c'était Storm Returns, je crois qu'il m'a dit ça sur Twitter. J'espère que j'ai pas écorché le pseudo dans ma mémoire, qui nous fait remarquer qu'au final, Monaito possède une cape extrêmement similaire, ainsi qu'une canne très similaire à celui des divinités de la Terre, de Kami. Et en fait, il a raison. Alors, est-ce que Monaito a été une sorte de divinité
et l'est toujours, de divinités de la planète céréale, c'est plutôt intéressant de le voir de cet œil-là. Il en a les vêtements, il possède un petit dragon, un petit Shenron portatif, avec 2 boules du dragon. En tout cas, il a tout pour remplir ce rôle ici, je trouve ça assez intéressant. Donc au final, dès que l'on a des pouvoirs un petit peu magiques, que l'on est un Namek un petit peu spécial, que l'on développe un dragon, on peut se proclamer d'une certaine manière la divinité de la planète en question sur laquelle on réside. Même si je préfère le préciser, Monaito ne s'est pas proclamé ainsi, mais en tout cas, il en a l'apparat. J'ai trouvé assez drôle et intéressant de voir Granola ramener de l'eau pour le Namek, et vous savez que les Namek ne se nourrissent que d'eau, donc voilà, c'était cool de reprendre un petit peu ça dans le lore de DB, pour au final avoir du développement, certes, sur les Namek et tout ça, mais également en parallèle avoir une scène tellement opportuniste. On voit que sur une espèce de tagine, là, planquée dans son placard, il y a une Dragon Ball qui est posée. Alors au-dessus, on remarquera qu'il y a des livres en Namek. Est-ce qu'il y a le fameux livre des légendes Namek, dans lequel la légende du Saiyan Yamoshi y est inscrite, se trouve ici? Ou est-ce que ce bouquin est toujours sur la planète Namek? Ça reste difficile à dire, en tout cas je doute que ça soit ici, je pense qu'il est sur Namek, avec Muri par exemple. Mais en tout cas, sur le tagine trône une Dragon Ball à 1 étoile, on nous révèle qu'il y en a une deuxième à 2 étoiles. Comme par magie, Granola va tomber sur la deuxième qui vient d'être retrouvée lors de fouilles un petit peu archéologiques pour le bien de la science par rapport à des insectes sur la planète céréale par les Shugariens, ça va même passer à la télé, on a trouvé cet artefact, il est en cours d'étude et tout ça. De l'autre côté, sur la nouvelle planète Namek, pendant ce temps, comme par hasard, on a Muri qui est en train d'expliquer à Eskai et à la jeunesse Namek qu'il peut y avoir plusieurs dragons sacrés, plusieurs sets de Dragon Ball au travers de la galaxie, que les Namek, il y en a un petit peu partout, en tout cas à l'époque il y en avait un petit peu partout, maintenant il y en a presque plus, peut-être même que Monaito est le dernier survivant qui s'est expatrié hors de la planète Namek, mais en plus de ça, on y apprend que les Namek ne sont pas originaires de la planète Namek. Il nous est dit que les Namek sont arrivés sur cette planète, bon là on est sur la nouvelle planète Namek après que Freezer ait pété l'ancienne, mais dans tous les cas c'est pareil, prenez l'ancienne, la nouvelle, ça revient au même. Les Namek ne sont pas originaires de Namek, aussi étrange que cela puisse paraître. On nous dit très précisément que les Namek sont arrivés dans cet univers depuis un autre monde, un autre royaume. Ils y sont arrivés tous ensemble, mais certains autres Namek ont fait le choix, ou ont dû, on ne sait pas exactement s'ils ont été forcés ou pas, aller sur d'autres planètes que Namek. Alors ça c'est extrêmement intéressant, et je pense que ça ouvre la porte vers le divin, tout simplement car on sait que le dragon sacré suprême, c'est Super Shenron, avec les Super Dragon Ball, et que celui-ci a été créé par le dieu dragon Zarama. On sait également que les Dragon Ball de Porunga de Namek ont été créés par les Namek du clan du dragon, donc il y a très probablement un lien de filiation entre les deux. Et maintenant nous apprenons que les Namek ne sont pas un peuple traditionnel, genre créé par des Kaioshin sur telle planète, pour qu'ils y vivent et tout ça. C'est un peuple venu d'un autre monde, d'un autre royaume. Et il dit bien, nous sommes venus dans cet univers. Donc il y a une notion de nous n'étions pas dans l'univers et nous y sommes arrivés d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que là on nous montre directement que les Namek sont une forme de descendance du dieu dragon Zarama. C'est pour ça qu'ils en ont des pouvoirs similaires mais à beaucoup plus petite échelle. C'est pour ça qu'ils sont capables de tailler dans les Super Dragon Ball pour en faire quelque chose, parce que c'est bien beau, moi tu me donnes un marteau, un burin, je vais tailler 2-3 cailloux dans les Super Dragon Ball, je pourrais pas te faire un dragon sacré, mais les Namek, eux, ils le peuvent, sûrement car ils en ont la capacité génétique. Et nous sommes venus d'ailleurs, donc à vue d'œil, j'aurais bien une petite idée sur le sujet, je ne sais pas si elle prendra vie et forme, c'est que l'on sait que les Namek peuvent souvent se diviser, comme on a vu avec le fils de Katatz qui est devenu Kami et Piccolo Daimao, mais les Namek peuvent également s'assimiler. Comme on l'a vu avec le Super Namek assimilé qui est venu se battre contre Moro et qui s'est fait défoncer, comme on l'a vu lorsque Piccolo a assimilé Nail, ou comme on l'a vu lorsque les Namek de l'univers 6 se sont tous assimilés entre eux pour le tournoi du pouvoir et devenir plus balèzes. D'ailleurs ça reste une énigme par rapport au sein de l'univers 6, sont-ils également une descendance de Zarama? Bon pour le moment, pour faire plus simple, on va rester sur l'univers 7, mais j'aimerais bien me dire que si Zarama ne montre pas le bout de son nez depuis le début de l'œuvre, pourtant on a vu le dieu suprême, on a vu Zeno, on en a même vu un deuxième d'une autre timeline, on a vu l'ange suprême, c'est-à-dire le Daishinkan, on a vu tous les anges, on a vu des anges apprentis, tous les Akaishin, on a tout vu, mais ce dieu dragon ne se montre pas. Je pense que s'il ne se montre pas, c'est peut-être parce qu'il est plus là, et pas forcément parce qu'il est mort, parce qu'un dieu mort dans Dragon Ball est toujours là. Il est tout à fait possible alors que les Namek, tels que nous les connaissons, sont tous un petit morceau, un petit bout du dieu dragon Zarama, qui s'est divisé pour une raison ou une autre, et qui, en se divisant, a donné naissance à des millions d'êtres, les Namek, qui chacun possède soit des pouvoirs de combat, soit des pouvoirs magiques, la capacité de s'assimiler, parce qu'à la base il ne formait qu'un, Zarama. Donc c'est normal que des cellules qui étaient voisines
puissent se réassocier, puissent également se diviser. Si Zarama a pu le faire lui-même, donc ils peuvent eux-mêmes se diviser en cas de besoin. Ils peuvent exploiter les dragons, ils peuvent développer du ki divin. On nous a dit récemment que Dende était en train de développer du ki divin. Donc chaque Namek serait une forme de fragment du dieu dragon Zarama. Et lorsqu'un Namek se reproduit, donc il pond un œuf, dans ce cas-là ce n'est plus directement un fragment de Zarama, mais c'est une sorte de réincarnation de ce fragment. Ce qui expliquerait alors qu'à la base Zarama vivait dans le monde des dieux, des divinités, comme d'habitude dans Dragon Ball, mais qu'ensuite, pour une raison ou une autre, il a fallu qu'il se subdivise en ces milliers d'entités, peut-être même entre les univers 6 et 7, allez savoir par rapport au Namek de l'univers 6. D'ailleurs, on remarquera que les Super Dragon Ball sont dans l'univers 6 et 7 et que nous y trouvons à la fois des Namek dans les deux. En tout cas, je trouve cette idée clairement intéressante, cool à exploiter, ça pourrait créer du lien fort dans Dragon Ball et ça permettrait d'avoir un joli lore autour des personnages Namek et de nous expliquer pourquoi certains ont dérivé vers d'autres planètes et compagnie, d'où viennent leurs pouvoirs. Enfin voilà, je pense qu'on peut expliquer un million de choses si on nous disait qu'ils étaient descendants de cette manière-là de Zarama. Et en quelque sorte, le fameux clan du dragon dont je vous ai parlé tout à l'heure serait la descendance, le fractionnement direct de Zarama. Il descendrait directement de lui, tandis que les autres clans, eh bien, seraient des œufs qui ont été pondus par la suite, des croisements, enfin je sais pas quel délire, mais je pense que vous m'avez compris. Il y aurait une notion un petit peu de pureté et d'impureté selon les Namek. Ils seraient tous purement Namek, mais ils seraient plus ou moins affiliés et descendants de Zarama. Et donc ceux qui sont du clan du dragon ont les pouvoirs les plus élevés, car plus proches de la source. Enfin bon, je reviens sur ce côté opportuniste que je n'aimais pas. Au début, pendant ma lecture, je me dis, mais attends, ils nous prennent pour des cons là. Il y a Granola, comme par hasard chez lui, il a un putain de druide Namek avec un Tajin avec une Dragon Ball plantée dessus. Il lui manque la Dragon Ball depuis 40 ans, alors c'est cool qu'il lui manque cette deuxième Dragon Ball depuis 40 ans, ça nous explique que Freezer est passé par là il y a 40 ans justement, mais en même temps, il suffit de trouver la deuxième pour pouvoir ramener la planète céréale, et déjà ce n'est pas ce que Granola va demander comme vœu. Donc ça m'apparaît un petit peu bizarre. Peut-être que les mots de Monaito l'ont raisonné. Vous savez, quand il a dit « Ouais, mais si tu ramènes ta planète céréale comme avant, tu vas faire du mal aux Shugariens » et que Granola est un personnage plutôt gentil, et donc il s'est dit « J'ai pas envie de faire du mal à ces petits êtres ». Alors, hormis une phase dans laquelle Granola va se déguiser un petit peu, ça me fait un peu penser au film Tapion, je trouve, et qu'il va voler la deuxième Dragon Ball à 2 étoiles. J'ai trouvé cette phase de nuit et tout très très cool. Mais franchement, vous l'avez ressenti que c'était super opportuniste. Désolé, je répète ce mot-là, mais c'est ce que j'ai ressenti. Mais après, j'ai compris pourquoi. Je me suis dit quand même, l'arc il va pas débuter comme ça. Il appelle un petit dragon tout pété, même si je le trouve physiquement chara-design très classe, c'est le nouveau dragon, mais niveau des pouvoirs il est tout pété. Je me suis dit ça va pas se passer comme ça, il va pas obtenir gain de cause comme ça, Granola, et devenir le plus puissant de l'univers, c'est pas possible, nous faites pas ça. Et bon, dès que ce dragon qui s'appelle Torombo s'est mis à parler, alors là j'ai compris. On nous met un truc qui est très téléphoné, très prévisible, mais qui malgré tout ça passe quoi. C'est que le dragon nous dit « Vas-y Granola, dis-moi ton vœu, je l'exaucerai, mais du moment où c'est dans la limite de mes pouvoirs. » Et là on a la réponse en fait. Pourquoi est-ce qu'on nous laisse avec ce suspense là de fin de chapitre par rapport à la suite, avec un Granola qui dit « Fais de moi le plus puissant de l'univers ». Et là on se dit « Oh putain, la prédiction là du poisson oracle, c'est bon, ça va marcher. Torombo va faire de Granola l'être le plus puissant de l'univers et c'est réglé. » Mais bon, si c'était facile que ça dans Dragon Ball, ça se saurait. On a déjà eu affaire à des dragons plus puissants tels que Shenron qui ne peuvent pas réaliser ce genre de vœux. Je ne vois pas comment ni en quoi Torombo pourrait le réaliser. Comment est-ce que Torombo pourrait faire de Granola un personnage plus puissant que Goku, plus puissant que Vegeta, plus puissant que Merus, plus puissant que Beerus, plus puissant peut-être que Whis? Ça n'est pas dans les capacités de ce Torombo. Donc je pense que chapitre numéro 70, la suite des événements, c'est Torombo qui va refuser le vœu, non pas parce qu'il veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Il faut bien remarquer que ce dragon, aussi joli soit-il, il est tout petit, il a que 2 Dragon Ball, et en plus, il se repose sur un vieux Namek de 500 ans qui est tout boiteux, donc faut pas s'attendre à grand chose de sa part. Mais je pense que d'une part, il pourra le mettre sur la piste du fait qu'il existe d'autres dragons. Après discussion avec le dragon, ça pourrait être d'ailleurs son vœu. Le dragon va lui dire « Veux-tu savoir comment réaliser ce vœu-là ? Je peux te le dire. » Alors voilà, tu as le dragon de la Terre, tu as le dragon de Namek, et tu as Super Shenron. Après, on peut imaginer des trucs qui seraient à la portée de Torombo. Si on demande à Torombo de réunir les 7 Super Dragon Ball, ça me semble assez possible pour ce dragon-là. Donc je pense qu'avec Torombo, ça va soit se décaler vers un vœu intermédiaire qui permettra tout de même à Granola d'accéder à son objectif, mais pas dans le chapitre 70, ou en tout cas pas au début, ou alors ça va juste se clôturer par une discussion sans même formuler de vœu, c'est-à-dire que Torombo va lui dire « il existe mon homologue Super Shenron, si tu rassembles les 7 et que tu parles en langage des dieux, tu pourras formuler ton vœu, le vœu que tu viens de me formuler que je n'ai pas pu faire, tu le réaliseras après de lui, mais c'est compliqué de rassembler les 7 Super Dragon Ball, elles font la taille de planète, tout ça, ce qui pourrait donner envie à Granola de rentrer dans une quête, un peu, encore une fois, comme un personnage de RPG,
et d'évoluer petit à petit en allant sur la Terre, en invoquant Shenron qui lui aussi va l'aider un petit peu jusqu'à aboutir à quelque chose. Et d'ailleurs dans l'arc Moro, à la fin du combat, Gohan disait à Goku de ne pas s'inquiéter pour les pertes humaines ou pour les pertes matérielles, les dégâts face à Moro, parce que les Dragon Ball de la Terre étaient déjà rassemblés. Donc les Dragon Ball de la Terre sont en train d'attendre Granola au chaud, comme ça tranquille, pour qu'il vienne exaucer n'importe lequel de ses vœux. Après encore une fois, faudra pas tomber dans les pièges, parce que je vous rappelle que lorsque le groupe des Macareni est arrivé sur Terre, Piccolo les attendait de pied ferme, il avait ressenti une signature de ki bizarre, ça avait donné lieu à un petit combat sympa, et on avait Piccolo qui était un petit peu là en mode barrière sur la Terre, vous allez pas me la faire à l'envers. Donc si Granola se ramène sur Terre, franchement, nous faites pas le coup de je suis sneaky au point de pouvoir m'infiltrer sur Terre, vous allez pas me choper, faudrait que Piccolo l'intercepte aussi quoi, sinon ça n'aurait pas de sens. Les Macaroni avaient pas une puissance très élevée, Granola il a pas une puissance très élevée non plus, c'est assez comparable aux Macarini, peut-être que Granola est même plus fort que eux, donc si Piccolo commence à ne pas sentir ce genre de choses arriver sur Terre, je trouve qu'il y aura un gros problème. Mais en tout cas voilà, je pense que vous avez compris l'idée, le but c'était pas d'être extrêmement précis sur ce coup, mais d'avoir une idée globale. Je pense que Granola va agir par étapes et que la prochaine étape ne sera donc pas d'exaucer son vœu auprès de Torombo, mais de pouvoir avancer un tout petit peu. Encore une fois, gardons en tête la notion de RPG, parce que vraiment, Granola, il ressemble en termes de chara-design, en termes d'écriture, même s'il fait un petit peu héros de shonen. En termes d'ambition, il y ressemble beaucoup, la vengeance, la frustration du passé, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les RPG japonais. Et également le fait de devoir farmer petit à petit, de devoir leveler, de devoir augmenter ses compétences, ses capacités. Et je pense que le développement de l'arc va être un petit peu comme ça. En tout cas, c'est clairement la direction qu'Akira Toriyama lui fait prendre. Alors en parlant de direction, il y a une direction à propos de laquelle nous n'avons pas encore pu discuter, et de toute façon ce n'est pas fini durant le mois qui suit, on va revenir sur beaucoup de points que j'ai déjà énumérés dans cette vidéo, mais en creusant plus en détail, en ayant plus de précision, je prendrai le temps bien d'analyser les sujets pour en arriver à des conclusions formelles. Mais parlons-nous, et bien pour conclure la vidéo, de Vegeta. Vegeta extrêmement intéressant, mais extrêmement mystérieux. Et je l'aborde même avec un tout petit peu de crainte. Je vais d'ailleurs directement commencer par ça. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement lu le chapitre, vous allez directement comprendre de quoi je parle. Déjà, j'ai un petit peu de crainte par rapport à la technique de Beerus, parce qu'on nous a fait comprendre que les dieux avaient des techniques secrètes et tout ça dans le chapitre précédent. Et là, on nous a ressorti le Hakai, la technique de la destruction. Donc vous allez me dire quoi de plus logique pour un dieu de la destruction? D'accord. Mais ce qu'on nous a dit la semaine dernière, c'est une technique secrète. Le Hakai, il est tout ce que vous voulez, sauf secret. Donc déjà, là, mon cerveau, il bloque un petit peu parce que c'est pas ce qu'on nous a annoncé la semaine dernière. Et également, je me pose une question, et ça, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises par rapport au fameux tweet de Helios, concernant le fait que le manga devrait éviter de faire la même erreur que l'anime. Je le répéterai une dernière fois ici, parce qu'après sinon je vais devenir un vieux croulant qui rabâche. Dans l'animé, il nous a bien été montré lorsque Toppo devient Akaishin, qu'il oublie tout, qu'il se réécrit lui-même pour devenir un être destructeur, qui ne pense qu'à l'équilibre de son univers et compagnie. On nous a montré qu'en réponse, Vegeta, lui, il a été le fier prince qu'il a toujours été, qu'il a puisé dans ses pouvoirs Saiyan, dans son passé, dans son histoire, dans son vécu, dans sa vie, dans son écriture. Donc au final, Toppo s'est réécrit, tandis que Vegeta avait réaffirmé ce que lui était. Et on trouvait tous vraiment ça extrêmement cohérent par rapport à Vegeta, puisé dans ce qu'il est, dans ce qu'il a toujours été et dans son évolution, pour être toujours une meilleure version de lui-même, également au combat. Un personnage et un homme, entre guillemets, un Saiyan, qui s'affirme. Et c'est dans cela qu'il puise son pouvoir, tout en restant ouvert d'esprit, et en pouvant évoluer sur certains points. Il n'est plus le connard qu'il était à la base, Vegeta. Et bien là, le manga nous fait à peu près la même scène, quoi. On a Beerus qui lui dit à Vegeta, je pense toujours qu'à la destruction, mon esprit n'est pas dans les remords, mon esprit n'est pas dans le questionnement, pense tout le temps et uniquement à la destruction. Si tu veux obtenir des pouvoirs similaires aux miens, tu dois raisonner de la même manière. Et on a même Beerus qui dit un truc, et c'est là où j'ai senti venir l'incohérence d'une certaine manière, c'est quand il lui a dit à Vegeta, tu es piégé dans ton passé, si tu veux être à l'avenir en mesure de détruire, tu vas devoir éliminer toutes tes pensées inutiles et te recréer sur la base de rien du tout. En gros, devenir un nouveau toi. C'est-à-dire renier ce que tu es. Et donc en fait là on a la même opposition que l'on a eu entre Toppo Akaishin et Vegeta qui se reproduit ici, entre Beerus, un vrai Akaishin, et Vegeta. Et je trouve que c'est totalement incohérent si Vegeta plonge tête baissée là-dedans. Alors pour moi là il y a deux options, la première est clairement à éviter, la deuxième serait pas mal. La première c'est que Vegeta le fasse et que nous ayons un Vegeta qui tout comme Toppo Akaishin va devenir une autre version de lui-même, et je trouve que ça serait absolument dégoûtant, je vous le dis directement. Je ne trouve pas que ça colle à ce personnage-là, et Vegeta l'a déjà essayé au moment de devenir Majin Vegeta.
Et même à ce moment-là où Vegeta s'est offert à Babidi, il a quand même continué d'affirmer qu'il restait le fier prince Vegeta. Donc même dans le cas le plus extrême de sa vie où Vegeta s'est laissé réécrire vers le côté du mal, il n'a pas pu se donner à 100%. Pourquoi le pourrait-il aujourd'hui alors que Vegeta est un bien meilleur Vegeta qu'il ne l'était déjà à l'époque? Donc la deuxième option, c'est que Vegeta va peut-être essayer de faire 2-3 entraînements et tout ça comme Beerus le lui prescrit, mais que Vegeta va malgré tout trouver son propre chemin, c'est-à-dire qu'il va arriver à faire de la destruction, mais qu'il va arriver à le faire sans avoir à s'effacer pour se réécrire ensuite. Il continuerait d'épouser ce qu'il est fondamentalement, et là on retrouverait notre Vegeta. Vegeta est un personnage un petit peu complexe car il y a une part de lui qui est vouée à être réécrite continuellement. Il était extrêmement solitaire, maintenant il est entouré d'une famille, une famille qui s'est récemment agrandie avec Bra. Il était colonisateur, maintenant il est protecteur. Donc vous voyez, cette part-là évolue. Mais il y a une base extrêmement solide qui ne peut pas bouger telle une montagne, qui ne doit pas bouger en Vegeta. Et je suis à peu près sûr que vous êtes tous d'accord avec moi. Alors que peut faire concrètement Vegeta pour éviter de tomber dans ce piège, ne pas devenir un pur destructeur qui va se détruire lui-même afin d'être un destructeur parfait? Eh bien un abonné m'a proposé une piste sur Twitter et moi je vous proposerai mes idées dans une prochaine vidéo, une fois que j'aurai terminé d'analyser tout ça, et bien qui est de tabler sur la renaissance, la reconstruction. C'est d'ailleurs un terme que Beerus utilise. Il lui dit, si tu veux pouvoir détruire, tu vas devoir reconstruire ce que tu es sur la base de rien. L'idée de mon abonné était donc de me dire, et si Vegeta n'arrivait pas ou ne pouvait pas psychologiquement faire la destruction, mais étant donné que Vegeta est un personnage qui a souvent eu des formes de renaissance, de réinvention de lui-même, ne pourrait-il pas être un personnage qui va tabler ses pouvoirs sur le fait de recréer certaines choses, c'est-à-dire donc de les détruire, mais également de leur redonner une nouvelle forme. Ça serait alors un pouvoir destructeur, mais également créateur à la fois, et ça ressemblerait peut-être plus à Vegeta, car il n'aurait pas besoin de s'oublier et de s'adonner à la destruction pure et dure. Alors j'ai un peu du mal à tirer l'épingle du jeu par rapport à tout ça, je voulais tout de même vous proposer cette hypothèse-là, parce que au niveau de la sémantique, elle me paraît assez cohérente, mais après je vous avoue que concrètement, effectivement, comment est-ce que cela va se passer, ça me paraît bizarre à mettre en place. Mais je suis d'accord sur le fait de voir un Vegeta qui va devenir une sorte de coquille vide, qui ne pense qu'à la destruction, une sorte de Topo Akaishin quoi, c'est dégueulasse. Donc autant trouver une belle phase d'écriture pour le personnage par la suite, je vais longuement y réfléchir et vous proposer une vidéo dès que j'aboutirai sur quelque chose qui me paraît cohérent. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans un commentaire absolument tout ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à m'apporter des idées pour que je puisse développer encore mieux mes vidéos par la suite, sur le cas du dragon, sur le cas du nouveau pouvoir de Vegeta, je vous citerai en vidéo si jamais il y a des idées qui sortent du lot et tout ça. Voilà, ça pourrait être intéressant de construire cette vidéo ensemble, vraiment en tout cas moi ça me plairait beaucoup. On a quand même plutôt bien fait le tour aujourd'hui par rapport à ce chapitre-là. Je suis extrêmement content donc de l'écriture qui en a été fournie, bien sûr j'allais oublier avant de conclure. Je pense que vous avez tous pu attester de la magnificence au combat de Beerus. Vous avez vu que peu importe le niveau auquel Vegeta s'élève, post-arc Moro, il a le SAJ Blue maîtrisé, sachant que sur Yardra, Vegeta a reçu un power-up énormissime physiquement, même Moro le lui avait dit, Goku l'avait remarqué aussi. On l'avait vu lorsque Vegeta avait utilisé ses pouvoirs en plein milieu de l'entraînement sur Yardra en forme de base, il n'arrivait même pas à se contrôler tellement il était fort, et pourtant même en combinant toutes ses puissances, Beerus peut se battre contre Vegeta en gardant les bras croisés dans le dos. Donc là encore une fois, le niveau de Beerus est absolument incroyable. J'avais fait une vidéo qui avait un truc du genre pour titre « Ne sous-estimez pas Beerus ». D'ailleurs je vous remercie, elle a beaucoup marché cette vidéo et je suis content de voir qu'elle se réalise. Clairement Beerus est loin d'être à sous-estimer, je sais que beaucoup le pensaient dépassé, il ne l'est pas. Vous en avez la preuve formelle. Bien sûr on pourrait débattre sur Goku Ultra Instinct contre Beerus, on pourrait, et je pense que Beerus aurait quand même une belle épingle à tirer dans son jeu face à un Goku Ultra Instinct maîtrisé, et je pense que l'on comprend alors pourquoi Beerus n'était pas plus énervé ou plus jaloux que ça lorsqu'il a vu Goku Ultra Instinct. En tout cas, Beerus nous prouve qu'il n'est pas encore à la retraite et qu'il y a un long chemin avant d'arriver à sa cheville. Nous en arrivons au terme alors de cette vidéo, on reviendra sur d'autres sujets et ceux dont j'ai traité dans cette vidéo plus en détail pour essayer d'aboutir à des conclusions. Aujourd'hui je voulais surtout vous apporter quelques pistes et que vous puissiez m'en apporter d'autres en zone commentaire. Merci infiniment pour tout votre soutien, c'était encore une fois une vidéo longue, les reviews maintenant on a l'habitude elles sont longues, et comme vous le savez quand les reviews sont longues, eh bien je mets en place un petit système de mots de passe pour savoir qui est resté jusqu'à la fin. Alors le mot de passe ce mois-ci, pour voir qui est resté jusqu'à la fin, on va mettre Torombo la crevette. Torombo le nouveau dragon sacré, vous avez vu, il est tout sec, il est tout petit le pauvre. À part te ramener un verre d'eau, je sais pas ce qu'il peut exaucer comme veut, enfin bon, on verra dans le chapitre 70. En tout cas, il m'a bien fait délirer ce dragon. J'aimerais bien d'ailleurs qu'ils introduisent un petit dragon, vous savez, un peu comme Mushu dans Mulan. Bon, si vous avez vu que le film par Disney, vous êtes pas au courant de qui est Mushu, mais pour ceux qui ont vu le dessin animé, je pense que vous êtes nombreux, vous voyez qui est Mushu. Un petit dragon sacré qui exauce pas grand chose, mais qui est super cool, super drôle et tout, j'aurais bien aimé.
peut-être que ça arrivera, on verra bien. En tout cas voilà, mot de passe Torombo la crevette, j'espère que la review du jour vous a plu, merci infiniment pour tout le soutien, pensez à bombarder des pouces bleus. S'il y a bien un vœu qu'un youtubeur ferait pour favoriser sa progression sur YouTube, c'est bien celui d'obtenir le plus de pouces bleus possible à chaque vidéo. En tout cas, je vous remercie, car les dragons sacrés dans ce cas, c'est vous qui pouvez exaucer ce vœu-là. Merci, je m'en remets à vous. Merci pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.